Voilà, bonsoir à tous. Donc, nous arrivons à la 7e session sur euh, l'étude du texte La lampe sur le chemin de l'éveil d'Atisha. Et nous avons vu justement comment la bodhicitta, un bodhicitta d'aspiration, ensuite la bodhicitta de pratique et l'apprentissage de cette bodhicitta de pratique, l'entraînement de l'esprit justement, et nous avons abordé les bienfaits du calme de l'esprit, le shamatha, l'importance et les bienfaits du shamatha. Et nous sommes arrivés à l'entraînement de la sagesse, dans Shirap. Et donc, cet aspect, justement, c'est à la suite, à partir du moment où le shamatha est bien installé, comment développer la vue pénétrante, le lacton. Et donc, nous en sommes maintenant, nous avons vu la dernière fois l'importance de faire l'union de tap and share-up, les moyens habiles et la sagesse, comment les deux sont importants et comment c'est aussi nécessaire de les cultiver ensemble. Et maintenant, nous arrivons à la strophe 47, il y a un corbeau là qui s'exprime. Ah, euh, 47, alors voilà, comment définir la sagesse? Donc, ce qu'on appelle sagesse est clairement défini comme la compréhension de l'absence d'existence inhérente. Inhérente. Tu as le texte, tu n'as pas le texte. Faut toujours avoir son texte. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ok, bon, mais je recommence donc. Ok, ce qu'on appelle sagesse est clairement défini comme la compréhension de l'absence d'existence inhérente. La réalisation que les agrégats, les éléments et les sphères sensorielles sont non produits. Donc, j'ai pensé que peut-être c'était une bonne occasion de, de regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà de quoi on parle, mais peut-être que c'est important aussi de revenir là-dessus. Donc, les 5 agrégats sont les 5 agrégats qui constituent en fait la conscience, notre prise de conscience des choses. Donc, il y a justement ce que le Bouddha a voulu vraiment nous montrer, c'est que que ce soit notre conscience, notre corps, les phénomènes, tout est composite, tout est composé de différentes parts. Et donc, dans ce sens, il n'est pas solide, n'est pas, disons, il n'y a pas d'entité qui soit unique. Nous sommes un agrégat de différentes choses. Donc là, pour ce qui est des agrégats de la conscience, donc, il y a d'abord l'agrégat de la forme. Donc quand il parle de l'agrégat de la forme, ça inclut aussi tout le son, la saveur, le toucher, la texture, etc. Donc, c'est les 5 sens qui sont inclus là, plus le sens mental. Il considère le mental comme un sens aussi. Donc, on parle de 6 sens. Du fait que c'est par le mental que nous avons accès aussi au sens de la vue et de l'odorat, etc.
Donc, c'est les six sens. Hein. Donc, d'abord, mais c'est ce qu'on appelle l'agrégat de la forme. Hein. Dans les textes, ils vont marquer agrégat de la forme et on sait automatiquement que ça correspond à tous ces aspects d'information à partir des sens. Ensuite, il y a l'agrégat des sensations. Donc, à partir de cette information qui nous vient par les sens, il y a une sensation. Ensuite, l'agrégat de la perception. Donc, à partir du moment où il y a une sensation, il y a la perception qui vient ensuite, c'est le jugement. Hein. Est-ce que c'est agréable, désagréable ou neutre? Hein. Donc, ça, c'est l'aspect de l'agrégat de perception. Ensuite, il y a les formations mentales, l'agrégat des formations mentales. Donc là, il mentionne 51 formations mentales. Donc, dans ces 51 formations mentales, il y a des formations neutres, des formations euh, positives et d'autres qui sont plutôt négatives. Donc, mais ce sont, disons, les manières dont l'esprit va réagir par rapport à l'information qui a été donnée, par rapport au faire perception, et qui va, disons, colorer hein, cette perception. Et ensuite, le dernier agrégat, le cinquième, c'est la conscience elle-même. Donc là, c'est pour montrer aussi que la conscience, la prise de conscience d'un événement ou d'une information sensorielle, euh, cette prise de conscience, euh, elle est composite, elle n'est pas automatique non plus. Elle peut changer suivant aussi les formations mentales. Euh, il y a euh, il y a un processus. Hein. Donc ce processus, évidemment, nous le vivons d'une manière automatique. Souvent, c'est dans un flash. Hein. Mais en fait, quand on prend le temps d'examiner en fait notre esprit, on peut mieux comprendre, mieux euh, euh, examiner et voir véritablement ces étapes. Hein. Donc ça, c'est les 5 agrégats. Donc l'idée aussi, c'est qu'à partir du moment où on est plus conscient de ce processus, on a aussi une possibilité d'en voir euh, disons, les possibilités. On peut voir aussi les options qui peuvent, hein, qu'on n'est pas obligé nécessairement de répondre toujours de la même manière à à une sensation et à une perception, etc. Donc, ça nous permet d'être moins sous influence, mais d'être plus, ouais, c'est vraiment d'avoir une prise de conscience beaucoup plus affinée. Donc, ça, c'est les 5 agrégats. Donc, ensuite, il parle dans le texte là, des éléments. Hein. Donc, oui, c'est là. Donc, les éléments et les sphères sensorielles. Donc, les éléments, c'est en sanskrit, c'est dhatu. Dhatu, c'est en fait il y en a 18 éléments. Et, et les éléments et les sphères sensorielles. Donc, je vais d'abord parler des sphères sensorielles parce qu'en fait, les 18 éléments, c'est euh, c'est la combinaison, en fait, hein, euh, donc des 6 objets sensoriels. Donc, ces 6 objets sensoriels qui sont en fait ce qu'on appelle les sources extérieures. C'est comme je disais donc au départ, ce qu'on appelle les 6 objets sensoriels, c'est les formes, les sons, les odeurs, les saveurs, les textures et les objets mentaux. Hein, puisque l'esprit aussi est inclus
dans cette liste, donc ce sont les objets sensoriels, donc les sources extérieures, plus dans les sources extérieures, plus les objets mentaux. Et donc, il y a aussi les 6 facultés sensorielles. Donc, c'est ce qui correspond à comment est-ce que l'on a accès aux formes, sons, etc. C'est par le biais des yeux, des oreilles, du nez, de la langue, du corps et de l'esprit. Donc, c'est les facultés sensorielles, c'est donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et le mental. Donc voilà. Donc ça, c'est les 6 objets sensoriels et les 6 facultés sensorielles. C'est ce qu'on appelle les 12 ayatanas ou les portes de la perception. Les portes de la perception, les sphères sensorielles. Et donc les éléments, les dhatus, les 18 éléments, ce sont ces 12 ayatanas, ces 12 sphères sensorielles, hein, plus les 5 agrégats. Je vais faire 18. Voilà. Donc, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est les 6 consciences sensorielles. Donc, oui, excusez-moi, ce n'est pas les 5 agrégats, c'est les 6 consciences sensorielles. Donc, on a les 5 agrégats, c'est comment se forme la conscience. Et là, on a donc il y a les objets sensoriels, c'est-à-dire les formes, les sons, les odeurs. Il y a les facultés sensorielles, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Et il y a la conscience sensorielle. Excusez-moi. Oui, donc la conscience visuelle, la conscience auditive, la conscience olfactive, la conscience gustative, tactile et mentale. Donc, il y a 6 objets sensoriels, 6 facultés sensorielles et 6 consciences sensorielles. Et ça, c'est ce qu'ils appellent les 18 dhatus. Donc, c'est ce que Atisha nous conseille de faire, c'est justement d'examiner ces différents aspects de la conscience. Donc, ils disent que c'est l'apprentissage de base, en fait, pour réaliser la sagesse. Donc, a priori, nous prenons vraiment souvent nous prenons le corps et l'esprit comme une entité, en part entière. Et donc, là, c'est le fait d'analyser chacun de ces agrégats et remarquer justement la multiplicité d'informations qui nous vient en même temps et comment, justement, il est possible de comprendre que rien de tout ça n'est solide véritablement. Que c'est un assemblage. C'est un assemblage d'éléments multiples à chaque instant. Et c'est extraordinaire. On est vraiment un computer, un logiciel. Ouais. Donc, l'idée, c'est justement d'analyser chaque aspect de chaque agrégat, de remarquer cette multiplicité et de reconnaître qu'en fin de compte, leur véritable nature, c'est la vacuité. De remarquer justement ce que c'est vraiment, plutôt que ce que nous fabriquons. De voir que les agrégats, en fait, n'ont pas de nature propre. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, la nature incréée, incréée des phénomènes.
Hein. C'est dans quelle mesure un individu comprend cette situation. C'est là que l'on va voir quel est son niveau de réalisation de la prajna. Donc, Shira, c'est prajna en sanskrit, hein, Shira en tibétain. Donc, She, hein, ce qui veut dire connaître, hein, et Rab, le meilleur, hein, le top, hein, et qu'est-ce que c'est le Shirap? Shirap, c'est justement la réalisation que les choses n'ont pas d'existence véritable. Ils ne sont pas produits, hein, ils sont non produits, comme on dit. Hein. Donc et pourquoi ils ne sont pas produits? Non, ils sont non produits, c'est parce que ils n'ont pas véritablement d'existence propre. Hein. Ils font partie d'un assemblage. Donc, ils disent bien que la connaissance elle-même, elle n'est rien d'autre que ça. C'est pas comme si on doit aller chercher la connaissance ailleurs. C'est ça la connaissance. Donc, tout le lacton est basé là-dessus. Et la vision pénétrante, hein, le lacton, lacton. Lac veut dire pénétrant, profond, et ton veut dire voir, hein, lacton. Donc, les fondements justement du lacton, hein, de la connaissance, du lacton, de la vision pénétrante, cette connaissance, hein, et elle est basée sur trois aspects, ils disent, hein, dans les enseignements. La connaissance est basée sur les écrits, donc c'est l'étude des textes, hein, des textes sacrés. Donc, connaissance basée sur les écrits. Deuxièmement, la connaissance basée sur la logique, le raisonnement, la réflexion. Et la connaissance qui est basée sur les instructions orales. Donc on peut dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parle quand dans notre développement spirituel, le méditant, on parle toujours de ces trois aspects. Hein. Il y a l'étude, il y a l'analyse, hein, et il y a la méditation. Hein, on parle de samgong. Donc, ça correspond un petit peu à ça. Hein. Donc, il y a l'étude des écritures, hein, des textes. Et la deuxième, la réflexion, hein, c'est tout ce qui est dans la logique, la réfutation, l'examen. Et la méditation, c'est la réalisation directe des enseignements par les instructions orales, hein, donc l'expérience directe. Donc, l'étude, évidemment, c'est la base aussi. Donc, l'étude est importante parce qu'il n'y a pas d'étude, il n'y a pas d'examen possible non plus. Donc, sur quoi on va se baser hein, pour discerner les choses. Donc, comme disait souvent Drupal Rinpoche, si nous ne faisons pas d'études, si nous n'étudions pas, notre méditation sera bête, sera stupide, ignorante. Les écrits, c'est jamais aussi que des guides. Pardon? Les écrits, c'est jamais aussi que de la réflexion aussi. Parce que ce n'est jamais que des agrégats culturels. Mais justement, nous en sommes à un espace, nous sommes encore dans un processus d'apprentissage. Donc, il nous faut des moyens qui sont en accord avec notre propre niveau. Donc, on va pas, voilà, il nous faut quelque chose dans lequel on puisse mordre. Voilà, donc, et c'est surtout l'étude est importante pour que justement on ait la capacité de, hum, de développer notre entendement, notre conscience et notre intelligence. Donc, c'est pour éviter que la méditation ne reste au niveau de la relaxation. Ce qui est bien. Pardon?
La relaxation, c'est une bonne chose, évidemment. On en a besoin, hein, il faut qu'elle soit là. Mais si on en reste au niveau, au stade de la relaxation, ça ne va pas éliminer nos préoccupations, ça ne va pas éliminer nos angoisses. Ça va juste les calmer un peu, mais ça ne va pas les éliminer. Hein, le dharma est là pour nous aider à éliminer tout ce qui rend confus, hein, notre confusion. Et ce n'est que par l'étude, en fait, hein, l'étude et la réflexion, que l'on va pouvoir avoir une méditation qui va percer au travers de tout ça, de notre confusion. Donc, ils disent bien que euh, il faut justement méditer correctement, hein, pour manifester la sagesse, hein, pour que la sagesse se manifeste, disons. Hein, donc, si, si nous en restons au stade de la relaxation, ce n'est pas un mal, c'est très bien déjà, mais ça ne va pas permettre de développer la sagesse, l'aspect de sagesse, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit à l'heure actuelle, hein, du share up. Et d'un autre côté, ils disent bien aussi que si nous ne cultivons pas cette vision pénétrante, si nous ne cultivons pas là, cette perspicacité, ce besoin de comprendre, euh, notre, cet aspect ou ce potentiel de share up va décliner. Donc il y a aussi une question de ne pas pas se décourager, de rester déterminé. Et voilà, et donc, et de mettre à profit, justement, quand vous avez l'occasion d'être en connexion avec des maîtres, hein, il faut en profiter pour poser des questions, pour justement réduire les doutes, affiner l'esprit. Donc, c'est important. Donc, les, tout ce qui est de euh, la logique, hein, c'est ce qui on va voir dans les versets qui suivent. Hein. Ça montre justement l'importance de ce qu'on appelle la connaissance valide. Hein, c'est développer la logique, développer la certitude, hein, par rapport euh, la connaissance de l'esprit, l'entraînement de l'esprit. Donc voilà, ça c'est ça, on va à la strophe numéro 48, justement, où il commence à parler de cet aspect de logique, l'importance de la logique. Euh, Logiquement, une chose existante ne peut être produite, pas plus qu'une chose inexistante, telle une fleur dans le ciel. Et comme l'idée qu'une chose puisse être et l'une et l'autre cumulerait les failles logiques, elle ne s'applique pas non plus. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle comment s'entraîner à la vue pénétrante et par l'analyse du résultat. C'est une réfutation d'existence ou non-existence. Donc, quel est d'examiner justement les failles dans notre compréhension des choses. Donc, il parle justement dans la réfutation, il donne l'exemple justement du lancer d'une flèche. Hein. Donc, quand vous avez le lancer d'une flèche, il y a trois aspects. Il y a la cible, ce qui est à réfuter. Il y a la flèche, qui est l'argumentation. Et il y a l'archer. Hein.
qui, par son adresse, va pouvoir manier la flèche et atteindre la cible. Donc, dans le contexte d'une réfutation, c'est euh, comment avoir l'habileté de manier l'argument. Donc, dans le contexte des réfutations de la solidité ou de la réalité des choses, donc ils disent que la cible est de deux aspects. Il y a deux aspects, c'est les êtres sentients et les phénomènes. On en vient toujours à ces deux aspects, hein, la vacuité des phénomènes et la vacuité de nous-mêmes. Les deux aspects. Donc, sur le plan personnel, par exemple, hein, c'est de revenir comme cible, hein, c'est la croyance dans un moi-je. Hein. Donc, la croyance dans un moi auquel on s'accroche. Hein. Et donc, cette croyance dans un moi est basée sur les skandhas, hein, les agrégats. Donc, notre effort en tant que méditant, c'est euh, d'investiguer, hein, et de découvrir les failles dans notre appréciation. Où est-ce que l'on s'accroche? Où est-ce que on a du mal justement à, à considérer que tout ce que nous croyons être une entité n'en est pas vraiment une. Hein. Donc, par exemple, comme cible, comme on a dans les enseignements et dans les sutras, les Bouddhas de considérer le corps, par exemple, qu'est-ce que c'est notre corps? Donc, de faire une décomposition, un démantèlement de ce que l'on pense être notre corps. Hein. Donc, reconnaître justement notre manque de clarté. Donc là, ils disent que il y a plusieurs approches, hein, dans ce travail d'investigation. Il y a l'approche des sutras, hein, qui est un travail sur la réalité apparente, comment les choses apparaissent à l'esprit, hein, les choses, les phénomènes extérieurs, comment ils apparaissent à l'esprit. Il y a l'approche des tantras, qui est un travail d'abord sur l'esprit lui-même, comment l'esprit euh, euh, réagit ou appréhende, hein, les phénomènes. Et il y a ce qu'on appelle le Madhyamaka, hein, la voie médiane, l'aspect philosophique du Madhyamaka, Mahamudra, Mahasandhi, hein, le Dzogchen. Donc tous ces trois aspects, hein, philosophiques ramènent à la même conclusion. Hein. Tout ça, c'est pour nous ramener à comprendre, à montrer notre égarement, hein, l'illusion dans laquelle nous vivons. Ben, le Madhyamaka, hein, la voie médiane, tout le système philosophique, hein, de Nagarjuna et Chandrakirti et le Mahamudra, hein, tous les enseignements du Mahamudra, et Mahasandhi. Mahasandhi, c'est le sanskrit pour Dzogchen. Donc, comme nous disait Drupal Rinpoche, il nous disait il nous faut du courage pour aborder tout ça. Il faut être capable euh, de se remettre en question et d'avoir de l'enthousiasme dans le sens où nous avons, à l'heure actuelle, dans notre vie, nous avons tous les éléments euh, pour, euh, pour justement apprécier ce, ce, cette, apprécier cette approche, hein, et voir que euh,
nous avons l'intelligence, nous avons le corps, nous avons l'énergie vitale qui permet de faire ce travail. Et que c'est maintenant qu'il faut le faire. On ne sait pas pour combien de temps on a ces capacités. Donc, ça, c'est pas de la on reviendra là-dessus. Donc, l'enthousiasme, c'est justement de voir que nous avons les capacités, nous avons les possibilités, le potentiel hein, de devenir un bodhisattva. Et de voir que justement, si nous avons cette capacité de reconnaître nos erreurs, ça veut dire que nous avons aussi la capacité de trouver les solutions, de voir, d'avoir une vue pénétrante. Donc, cet effort justement de voir la vacuité des choses, de reconnaître la vacuité des choses, c'est-à-dire de voir que les choses ne sont pas produites d'une manière intrinsèque, hein, mais sont le résultat d'une cause. Hein, pour développer une réfutation que l'on donne, hein, je donne textuellement. Hein. Donc, il y a, du point de vue du résultat, ils disent, on parle d'une pousse, hein, la pousse d'une plante, par exemple, par rapport à la graine. Hein. On parle de la graine et de la pousse. La pousse, c'est le résultat hein, de la graine. Donc, le premier aspect de la réfutation, c'est la pousse est-elle déjà présente au moment de la graine? Donc, et la réfutation, c'est que si la pousse est déjà là au moment de la graine, il n'y a pas de production de la pousse, si elle est déjà là. Donc, il n'y a pas de cause et de résultat. Quand est-ce que la pousse naît vraiment? Est-ce qu'elle naît? C'est ça. Donc là, ça, c'est le premier aspect. La deuxième option, la pousse est absente au moment de la graine. Bon, si c'est le cas, comment est-ce que la pousse peut grandir? Donc, c'est là qu'il parle de la fleur dans le ciel. Fleur dans le ciel. Ça paraît de nulle part. Donc, ça, c'est le deuxième aspect, le deuxième cas. Pardon? Oui, c'est ça. Si la pousse est absente au moment de la graine. Le troisième aspect, c'est la graine et la pousse apparaissent-elles ensemble? Donc, disons qu'il n'y a ni l'un ni l'autre, hein, puisqu'on le sait, elles n'apparaissent pas ensemble. Et le quatrième aspect, ce serait, n'y a-t-il à ce moment-là ni graine ni pousse? Ce qui n'est pas le cas non plus. Il y a une graine et pousse. Voilà. Donc, c'est comment réaliser que les choses n'existent pas indépendamment des autres, hein, de manière indépendante. Donc, à partir du moment où elles ne sont pas produites en tant que telles, il n'y a pas de production. Voilà. Donc, c'est à investiguer. C'est à nous de faire un travail d'investigation. Donc, c'est ce que là, les maîtres nous demandent de faire. C'est à nous de regarder hein, en conscience comment nous apprécions cette situation. Donc, on peut le faire avec, là, on parle de la graine de la pousse, mais on peut parler d'autres aspects de la vie aussi. Donc, c'est voir la logique et les failles dans notre compréhension. Et donc, comment, et voir petit à petit comment beaucoup de nos certitudes sont vraiment erronées, quoi, ne sont pas basées véritablement sur la réalité. Donc, ça, c'est l'analyse à partir du résultat. Et donc, à la strophe 49,
présente l'analyse à partir de la cause. Aucune entité n'est produite à partir d'elle-même, ni à partir d'autre chose, ni des deux à la fois, ni sans cause. Par conséquent, aucune entité n'a de nature propre. Voilà. Donc là, nous sommes à l'analyse de la cause. Ils appellent ça ils ont un nom pour ça, c'est l'écharde de diamant. L'écharde de diamant. L'écharde. L'écharde comme quelque chose de pointu, hein, qui est comme une écharde. Oui, oui, une écharde. Elle va trouver dans. L'écharde, c'est l'argument, on appelle ça l'argument de la charde de diamant. Tu as compris? Tu trouves pas? Et accent aigu. Quand tu fais ici, que tu touches avec la main, etc. D'accord. Donc là, l'argument, c'est, par exemple, on en revient à la graine, hein, donc on est à la graine là, plutôt qu'à la pousse, hein, puisqu'on est à la cause. Et donc, le premier argument, c'est si les choses se produisent d'elles-mêmes, alors la graine produit une autre graine, une autre graine, une autre graine, une autre graine, hein, ad aeternam. Ça, c'est le premier aspect. Ils disent aussi, le deuxième argument, c'est si les choses sont le produit de quelque chose qui est totalement autre, il n'y a pas de connexion. Chacune a son existence propre et séparée, donc il n'y a pas possibilité en fait, hein. Ça exclut une production en fait. Il n'y a rien de possible. S'il n'y a pas de véritable, il n'y a rien en commun. Il n'y a pas de possibilité, en fait, de pouce. En fin de compte. La troisième réfutation, c'est les choses sont le produit en même temps d'elles-mêmes et de l'autre, ce qui n'est pas possible. Et le quatrième, que les choses sont le produit en même temps d'elles-mêmes et de l'autre. Et ça, c'est pas possible non plus. Et le quatrième, c'est que les choses ne sont le produit ni de l'un ni de l'autre, qui n'est pas possible non plus. Donc la conclusion de ça, c'est que les choses ne sont pas produites et n'ont pas de nature propre. Donc ça veut dire que la pousse, hein, le produit n'est pas le produit d'elle-même, n'est pas le produit de quelque chose d'intrinsèquement différent d'elle-même, et n'est pas le produit des deux à la fois, peut pas, et ne vient pas non plus sans cause. Donc, tout ça, c'est pour vraiment développer cette compréhension, cette clarté par rapport au fait que rien n'existe indépendamment du reste, hein. Donc, les choses n'existent qu'en relation à quelque chose d'autre. Donc, on avait vu il y a quelque temps, je pensais que ça serait ça pourrait être, moi, ça m'aide, hein, en tout cas. Donc, il y a certains exemples qui peuvent aider à montrer justement comment les choses euh, sont liées sans avoir euh, que les choses soient liées sans être nécessairement, sans qu'il y ait transfert, c'est-à-dire sans qu'il y ait en fait de réalité propre à chaque chose. Donc par exemple, quand il y a euh, euh,
il n'y a pas, par exemple, là, il y a 5 points. Par exemple, par la graine et la pousse, hein, il n'y a pas de permanence, hein, puisque la graine disparaît quand la pousse se développe. Donc, il n'y a pas de permanence. Donc, le deuxième aspect, il n'y a pas de discontinuité. Parce que la plante qui sort, elle sort bien de la graine, hein, sans interruption dans le processus. S'il y avait eu une interruption dans le processus, elle n'aurait pas pu pousser, hein. Donc, il n'y a pas de discontinuité. Donc, le premier aspect, il n'y a pas de permanence. Et le deuxième aspect, il n'y a pas de discontinuité. Troisième aspect, il n'y a pas de transfert. La graine et la pousse ne se ressemblent pas. Il y a aussi le quatrième aspect, c'est qu'il peut y avoir un grand résultat d'une petite cause. Par exemple, une graine, hein, qui va donner un arbre, hein, un séquoia, par exemple. Un séquoia vient de quelque chose de, hein, la différence de taille est magistrale. Et le cinquième aspect, c'est qu'il y a une correspondance, tout de même. C'est par exemple, une graine de blé ne va pas donner du riz ou du millet. Donc, il y a un résultat qui est infaillible entre la graine et la pousse. Euh, donc, je trouve que ce sont 5 points qui sont super importants pour montrer que justement la vacuité n'est pas le néant, n'est pas le vide. C'est simplement que rien n'existe d'une manière intrinsèque. Tout est lié. Tout est lié sans l'être. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier et investiguer, justement, et quand l'esprit est calme, d'essayer de réaliser cette, euh, cet aspect des phénomènes. Et c'est la même chose pour nous-mêmes, pour notre esprit. Comment nous fonctionnons. Vas-y. Alors, non, le premier, c'est pas de permanence. Il n'y a pas de permanence, hein. La graine disparaît quand la pousse se développe. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité, hein, puisque la plante, le processus de graine à la plante est sans discontinuité. Le troisième, il n'y a pas de transfert, c'est-à-dire que la graine et la pousse ne ressemblent pas. Le quatrième, c'est qu'il peut y avoir un grand résultat d'une petite cause. Et le cinquième, c'est qu'il y a une correspondance infaillible entre la cause et l'effet. Donc, ce sont des exemples là pour moi, qui m'aident beaucoup. Donc, je vous laisse pratiquer. Donc, ensuite, nous avons la strophe 50. Par ailleurs, on peut analyser les phénomènes pour voir s'ils sont singuliers ou multiples. Jamais on ne parvient à trouver de nature propre. Ainsi détermine-t-on qu'ils en sont dépourvus. Donc ça, c'est l'analyse de l'essence, hein. Donc l'essence même d'un phénomène. Donc c'est montrer justement la, décomposer pour voir que les choses ne sont pas uniques, hein, ne sont pas solides, mais elles sont construites de multiples euh, particules. Donc c'est par exemple la décomposition de la matière, hein. Donc voir que
justement tout ce qui nous apparaît comme solide est en fait un agglomérat d'une multiplicité de particules. Donc la vraie nature des choses, hein, est autre que la manière dont nous le percevons. Donc il faut être conscient aussi que notre perception des choses varie énormément aussi, hein, pour nous-mêmes. Hein, et la façon dont nous regardons les phénomènes aussi peut varier énormément d'une personne à l'autre, et d'autant plus disons, une mouche ou un insecte ou un chat, un animal, ce qu'il voit, il voit la même chose que nous, mais il voit quelque chose de totalement différent. Donc c'est d'être conscient de ça, de se souvenir de ça, que notre perception est variable, mais aussi elle est relative. Hein. Elle est relative à notre propre conditionnement. Donc c'est ce qu'on voit aussi dans les agrégats, dans les formations mentales en particulier, comment notre, nos perceptions sont, disons, colorées par nos expériences passées, hein, par nos traumatismes, tout simplement notre vécu. Et donc, c'est tout à fait relatif à une situation donnée. Donc, en fait, ce qu'on appelle vacuité, hein, c'est vraiment euh, le fait que rien n'est statique non plus. Tout est en mouvement, tout est impermanent, tout est en changement. Et donc, c'est grâce à la vacuité qu'il y a cette multiplicité d'apparences aussi. Donc, c'est à nous d'investiguer, de revoir nous-mêmes euh, qu'est-ce que nous sommes vraiment. Hein. Donc, de voir, par exemple, ils nous invitent à nous regarder dans le miroir, par exemple, et de voir qu'est-ce qu'on voit là. Hein. Est-ce que la forme que l'on voit là, est-ce qu'elle est réelle? Euh, voilà, donc c'est une vision, elle n'a rien de solide. Et en même temps, on y croit. Hein, on voit bien une forme. Voilà. Donc c'est revoir quelle est la vérité en fait, hein, des perceptions. Donc la strophe 51 continue sur la sagesse, justement la sagesse qui est née de l'étude des textes. Hein. Donc la logique articulée dans les 70 versets sur la vacuité, les stances fondamentales de la voie médiane, etc., prouvent clairement que la nature de toute chose est vacuité. Donc là, il fait mention de tous les philosophes de la voie médiane, le Madhyamaka. Donc il y a euh, Nagarjuna. Donc là, il mentionne les 70 versets sur la vacuité et les stances fondamentales de la voie médiane. Ce sont les textes de Nagarjuna, hein, qui est un grand philosophe du 2e, 3e siècle de notre ère, qui est le grand maître, le grand enseignant de cette méthode de réfutation. Il y a Aryadeva au 3e siècle, il y a Dignaga au 6e siècle, Bhavavika
Bhava Viveka. Donc c'est et au VIe siècle et Chandrakirti aussi au VIe siècle. Donc c'est ce que vous pouvez si vous engagez un petit peu dans l'étude. euh, Ce sont les vues des Prasangika et Svatantrika. Svatantrika et Prasangika. Donc ce sont deux aspects de l'étude de la sagesse hein, de Shira par le biais de la réfutation et de la logique. Prasangika, Prasangika et Svatantrika. Svatantrika. Et là, j'ai aussi là, une traduction d'un passage d'un sutra, donc du Bouddha, ce qui s'appelle le sutra sollicité par Anavatapta, et qui dit ce qui est apparu suite à des conditions n'est pas apparu. Ça n'a pas de nature de la sorte. Ce qui dépend de conditions est vide. Ceux qui connaissent la vacuité sont prudents. Les sages réalisent l'interdépendance des dharmas et ne dépendent pas de vues extrêmes. Donc c'est l'importance de réaliser l'interdépendance de tous les phénomènes. Une réfutation. Nous avons une réfutatrice dans la salle. Cette histoire de plante, je reviens. Oui, la plante. Oui. Et alors la plante, elle se rend compte qu'en fait, Pardon? la plante se rend compte qu'elle n'est qu'une illusion. Et du coup, au lieu d'être la plante qu'elle est, elle peut être autre chose. Moi, c'est un peu l'impression. Là, c'est pas vraiment une réfutation, c'est une histoire. C'est un conte surréaliste. C'est joli, remarque, c'est très joli. On reviendra là-dessus après, hein. Je continue quand même parce que. Donc, et dans les distances fondamentales de Nagarjuna, il dit ce qui apparaît en dépendance de quelque chose n'est pas semblable à cette chose. Ce n'est pas non plus différent d'elle. C'est pourquoi ce n'est ni détruit ni permanent. Donc, je pense que ça résume bien toute cette analyse qu'on nous invite à développer. Pardon? On est encore dans la 51. C'est puisqu'il parle justement de la logique développée par Nagarjuna. Donc ça vient justement des stances fondamentales de Nagarjuna. Donc ce qui apparaît en dépendance de quelque chose n'est pas semblable à cette chose. Ce n'est pas non plus différent d'elle. C'est pourquoi ce n'est ni détruit ni permanent. C'est très important. Pardon? Ce n'est pas semblable. Non, ben non. C'est ce qui apparaît en dépendance. C'est-à-dire que ce n'est pas... hmm, si tu veux, tu as les nuages, par exemple, et tu as la pluie. Tu vois que ce n'est pas semblable. Si c'était semblable, ce serait des nuages, tout simplement. Ce serait une autre forme de nuage. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est encore un nuage. C'est pas de la pluie. C'est encore la même... c'est encore la même... c'est la même chose. C'est quand même un nuage. C'est pas dépendant. C'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on médite. C'est à nous de trouver aussi, de nous faire tu vois, de nous faire une certitude, de- de réfléchir, hein, de réfuter avec nous-mêmes. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Oui, répéter une dernière fois, c'est que Ce qui apparaît en dépendance de quelque chose n'est pas semblable à cette chose, ce n'est pas non plus différent d'elle. C'est pourquoi ce n'est ni détruit ni permanent. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un des aspects il y a une continuité et en même temps, il n'y a pas de permanence. Donc ça, euh, ça prend du temps oui, permanent. Parce que c'est encore facile à comprendre intellectuellement. Mais de le vivre, c'est autre chose. Hein. oui. Voilà, donc ensuite, la strophe 52, craignant de trop allonger ce texte, je ne donne pas plus de détails pour l'instant. Je me suis contentée de résumer, je me suis contentée de résumer les conclusions avérées pour faciliter la méditation. Et ensuite, il continue. Ainsi, toute méditation sur l'absence de soi, au cours de laquelle on n'observe pas de nature propre dans quelque phénomène que ce soit, c'est cela la méditation cultivant la prajna. En outre, puisque la prajna ne perçoit aucune nature propre dans le moindre phénomène, prend la sagesse elle-même comme objet d'analyse et médite libre de tout concept. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la méthode pour la méditation de l'Acton. Donc ce qu'il nous enseigne à Tisha, c'est de cultiver cette vue. Hein. Cette vue, nous devons cette vision profonde. Donc ce n'est pas simplement d'y réfléchir d'une manière intellectuelle, hein, mais de se permettre dans la méditation de comprendre hein, la nature non duelle des choses, au-delà des concepts. Donc en fait, la, la- la- la nature, hein, comme je disais, la nature des pensées, la nature de l'esprit, la vacuité, l'incité, euh, tout ça, ça veut dire la même chose. Hein. Donc, euh, on peut avoir plusieurs appellations en fait pour la même chose. Donc, notre pratique, c'est d'aller au-delà euh, disons, des concepts. Hein. Donc, là, c'est pour ça qu'on nous entraîne. Moi, je pense que quand on était à Samyeling, là, au printemps, Trungpa Rinpoche a insisté pas mal sur le fait que souvent, là où nous, 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 nous devons faire plus d'efforts, c'est dans le Te Samgom, hein, il y a l'étude, la réflexion ou le questionnement et la méditation. Et il trouve que nous manquons d'investigation, ce deuxième aspect, la logique, la réfutation, de remettre en question les choses, pour que notre méditation ensuite ne soit pas non plus basée sur quelque chose d'intellectuel ou de conceptuel. Donc là, disons, l'effort conceptuel ou intellectuel, ça se fait pendant la deuxième étape qui est le SAM, hein, comprendre, investiguer, faire que ces enseignements
que l'on a par l'étude, hein, que ces enseignements, les assimile. Ça nous concerne personnellement, hein, que c'est notre expérience personnelle. Hein, c'est pas quelque chose qu'on a appris tout simplement, mais quelque chose que l'on met en marche pour nous-mêmes. Hein. Hein, donc, et là, notre méditation va être enrichie. Et notre méditation, donc, l'idée, c'est que justement, pendant la méditation, on n'est plus en train de faire un travail intellectuel ou conceptuel. Hein. Là, on est dans la présence avec justement cet apport que l'investigation nous a permis de développer. Donc, c'est notre compréhension, elle va s'enrichir petit à petit. Donc là, il y a d'abord l'investigation, la méditation, et à nouveau l'étude, l'investigation, la méditation. C'est pas comme si c'est linéaire, hein. Mais qu'à chaque fois que l'on médite, l'étude et l'investigation que l'on continue à développer va enrichir notre méditation. Mais les trois sont importants. Ils ne sont pas linéaires l'un après l'autre, mais c'est un enrichissement. Donc, le shamatha, bien sûr, hein, comme on a vu précédemment, le shamatha est absolument indispensable pour que l'esprit soit apaisé et que la clarté soit plus présente dans notre méditation. Mais le lactong, à partir du moment où nous avons reconnu, hein, le lactong, il est là tout le temps. Hein. Quand on fait chiner, on fait lactong automatiquement. Il n'y a plus de différence. Lactong, la vision pénétrante. Oui, c'est ce qu'on appelle vipassana en sanskrit. Mais là, je ne sais pas, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs façons de comprendre le vipassana, suivant les écoles aussi. Donc là, c'est en général, dans le bouddhisme tibétain, en tout cas, hein, on considère que le lacton vient après le shamatha. D'abord, il faut que l'esprit soit déjà calme pour pouvoir avoir cette vue pénétrante. Donc, c'est la façon dont c'est présenté. Donc, nous étions à la 54, hein, la strophe 54, c'est ça? Oui. Ensuite, la 55, c'est la nature de cette existence. Pardon? À 53, pardon. En outre, 54, oui. Puisque la prajna ne perçoit aucune nature propre dans le moindre phénomène, prend la sagesse elle-même, si je l'ai dit déjà, mais bon, je recommence, prend la sagesse elle-même comme objet d'analyse et médite libre de tout concept. Donc là, c'est quand le prajna, hein, le shirap, la sagesse elle-même, la connaissance est là, hein, quand on a véritablement cette certitude, cette appréciation de la vacuité de toute chose, hein, là, ils disent qu'à ce moment-là, c'est la sagesse elle-même que l'on prend comme sujet d'analyse, objet d'analyse. Donc, voilà, donc ça veut dire que l'on est, que c'est constant. Hein, finit par être dans un état constant de vacuité, hein, d'expérience de vacuité, libre de concept. Donc on est arrivé à un niveau de non-concept.
Donc, ensuite, il explique ça. Donc, la nature de cette existence naît de la conceptualisation et conceptualisation. Abandonner entièrement la conceptualisation est donc le suprême nirvana. Tu aurais ton texte avec toi, tu comprendrais mieux, hein? N'est-ce pas? Surtout que c'est là, on est dans des choses quand même assez compliquées, hein? Mais tu regarderas chez toi, hein? La nature de cette existence naît de la conceptualisation et conceptualisation. Abandonner entièrement la conceptualisation est donc le suprême nirvana. Donc nos constructions mentales, en fait, sont la base de l'existence. C'est la chose la plus difficile à abandonner, n'est-ce pas? Pardon? Oui. Pas Oui, c'est le non-attachement. C'est Oui. le détachement, mais avec le fait d'avoir cette sagesse qui fait que, voilà, Oui. les respirations, et puis on se... C'est justement d'abandonner tout concept. Parce que même si on arrive encore à abandonner certaines ou à renoncer à certaines choses extérieurement, hein, on peut dire que l'on abandonne la cigarette ou on abandonne hein, le sexe ou quoi, hein, mais n'importe, mais on peut encore être attaché aux pensées, hein, aux concepts. Et donc, voilà, donc c'est arriver à... Donc, ça ne veut pas dire non plus réfutation. Ça ne veut pas dire non plus qu'on fait le vide de l'esprit, hein. Donc, c'est ça aussi. Faut être. Parce que ça arrive parfois que les gens disent, mais je ne peux pas être sans penser, quoi. Donc, ça ne veut pas dire que l'esprit doit être vide de toute pensée, hein. Mais ça veut dire que l'on est conscient de la vacuité des pensées, on est conscient de la nature même des pensées. Donc, à ce niveau-là, on est libre. Parce qu'en fait, ce qui nous fait souffrir, c'est les pensées. Et on se fait un cinéma tout le temps. Alors, j'arrive à comprendre pour moi que la vacuité, c'est comme le mot éphémérité. Pardon? Oui, je fais, éphémère, tu veux dire. oui, Voilà, oui, c'est ça. Tout est éphémère, oui, c'est ça. On parle il y a les exemples de l'illusion, hein. Par exemple, c'est la goutte de rosée, hein, la goutte de rosée, l'éclair, parle de nuages. Euh, pardon? Oui, mais je pense aux exemples qu'il donne dans les textes, là. Karma Ravrip Mametan, la flamme d'une bougie. Karma, le scintillement d'une étoile. Euh, oui, Ravrip, Ravrip, c'est oui, le scintillement d'une la taille, une taie sur l'œil, qui veut dire on voit quelque chose, mais c'est pas ce qui est là, quoi, en fait, c'est autre chose. Attends, l'illusion, Juma. Il n'est pas dans celui, mais c'est l'arc-en-ciel aussi, bien sûr. L'arc-en-ciel, c'est un bon exemple qu'on utilise beaucoup, hein, pour montrer que les choses sont là, mais elles ne sont pas là. Donc, là, c'est essayer de voir, de percevoir tous les phénomènes et nous-mêmes, hein, tels qu'on est, pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on n'est pas. Et qu'est-ce qu'on est vraiment, c'est vacuité. Donc, ce qui veut dire qu'on n'essaye pas de changer les choses. On n'essaye pas de dire ah, mais ça, ce n'est pas ce que c'est. Non, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est un assemblage de différentes choses, hein, qui arrivent ensemble, qui se mettent ensemble
et qui crée une certaine forme ou un certain son, voilà, donc, ou un certain concept, hein, une pensée, mais de les voir telles qu'elles sont. Et à ce moment-là, on peut reconnaître justement la nature de Bouddha en nous. Parce qu'en fait, notre, le fait que nous ne reconnaissions pas que nous sommes Bouddha, c'est parce que nous n'avons pas vraiment cette réalisation de notre propre nature, hein, qui est vacuité, donc qui est justement illusoire. Et donc à ce moment-là, à partir du moment où il y a réalisation, euh, il n'y a pas de différence à ce moment-là entre notre corps, parole, esprit et le corps et parole, esprit du Bouddha. C'est le même. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on n'a pas à changer quoi que ce soit. On a à réaliser ce que l'on voit, ce que l'on est, ce que l'on vit, est à cette nature illusion. Donc, euh, et donc, comme les réfutations la montrent bien que on n'est pas dans le nihilisme non plus, ni dans l'éternalisme. Et c'est ça justement ce qu'ils appellent la voie médiane. Donc ensuite, c'est pourquoi le Bhagavan a dit, la conceptualisation, la grande ignorance, nous plonge dans l'océan du samsara. Quand on demeure dans le samadhi, dénué de concepts, la non-conceptualité devient limpide comme le ciel. Donc, voilà, la conceptualisation, justement, c'est ce qui fige les choses, ce qui fixe, ce qui donne une appellation aux choses, hein, donc, et toute appellation, toute manière d'essayer de fixer les choses est une erreur. Les choses ne sont pas fixes. Et comme elles sont faites de différents aspects, différentes parts, les figer est une erreur. Et les concepts ont cette tendance à figer. Hein. Voilà, donc là, c'est pour ça que le, le Bhagavan, hein, le Bouddha, euh, dit bien que la conceptualisation, c'est la grande ignorance. Et ça nous plonge dans l'océan du samsara, c'est-à-dire que c'est ça qui nous crée de la souffrance et de la confusion. Et que la non-conceptualité, c'est le nirvana. Hein. De même, dans la dharani de l'entrée dans la non-conceptualité, il est dit, si les héritiers des vainqueurs contemplent sans concept ce noble dharma, ils transcenderont la conceptualisation si difficile à surpasser et atteindront en bout de ligne l'état de non-conceptualité. C'est plus difficile à dire en français qu'en tibétain. C'est le concept. la conceptualité. Donc nous, on nous encourage. Hein. Les héritiers des vainqueurs, c'est en fait le mot pour bodhisattva. Les bodhisattvas réalisent ce qui n'est pas réalité concrète, hein, qu'il n'y a pas de réalité concrète. Ces pensées qui s'accrochent à une réalité sont appelées la grande ignorance qui est la source de l'existence. Oui, c'est ce qu'on a vu là-dedans. Oui. Donc l'antidote à tout ça, c'est le non-soi. Le non-soi. C'est anti à moi, on est déjà dans l'inconcept qui nous entraîne dans des erreurs, hein, et qui dans oui, dans des chemins parfois de souffrance. Pardon? Un chemin intellectuel qui peut être aussi
c'est aussi ça la cause à effet qui amène la souffrance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc là, je pense qu'on n'aura pas le temps de finir parce que, mais bon, on aura vu au moins on aura vu justement l'entraînement à la sagesse. Je pense qu'avec ça, on a déjà beaucoup à faire. On a de quoi pratiquer pendant quelques années, hein, je pense. Quelques vies. Ouais, donc, avez-vous des questions ou des... Regarde. Soit en string ou en tibétain. Dame, en tibétain, dame. Da pour moi, da. D-A, D-A, Dagadak. C'est Dagadak. Dagadak. Non, je ne vais pas dire de sottise. Rien à voir avec l'atma. C'est lié. Mais sauf que Atma, c'est l'âme. Hein. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est... Ça... Mais, attendez, aimer, c'est Ma Dembu Da. Ma Dembu Me Da Me. Da Me. Sans non-soi. C'était le nom de le nom de la femme de Marpa, Damema. Celle qui n'a pas de moi. Damema. Une des femmes. C'est joli, hein? Une des femmes. La meilleure, la plus grande, la plus importante. Par rapport à ce thème-là, en fait, dans le lexique du bouddhisme qu'il y a chez Claire Lumière, en fait, c'est des grands maîtres qui jouent avec le mot, avec le sens du mot. Et on explique très bien ça dans ce lexique. Ok. Mais ça s'écrit D-R-A ou D-A? Dia. Da. 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 Mais c'est avec un G après, un dag en tibétain. D-A-G. Dag. Damema. Moi, j'ai une question qui me taraude depuis le début, quand vous avez dit qu'on ne fait pas la méditation, là, c'est pour se relaxer. Et en fait, méditer, pour moi, c'est hyper difficile. Bon, peut-être qu'après la méditation, on se sent dans une certaine relaxation, mais c'est le fait justement de ne pas être dans ses pensées, de ne pas être dans la conceptualisation, de ne pas être dans son sens sensoriel, et de laisser juste passer dans cette faculté. Je trouve ça, c'est tellement difficile que je ne comprends pas comment ça peut être bête. Parce que c'est un peu le travail, pour moi, hein, le travail essentiel du bouddhisme. Enfin, sans quoi il ne fait pas sens. Parce que finalement, Héraclite disait aussi tout cool, Lavoisier disait rien ne se crée, rien ne se... C'est ça, mais c'est vrai. Mais c'est le travail de cette méditation qui amène à cette perception, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire. Oui, je pense que il y a une question là, mais c'est justement par rapport à la méditation et que justement que la méditation n'est pas forcément une relaxation. Hein, et c'est vrai. Donc c'est aussi un travail, disons une pratique, hein, un entraînement, seulement pour ne pas toujours être à saisir ce qui se présente à l'esprit. C'est surtout ça, hein, de laisser passer les choses, de ne pas s'accrocher à ce qui se présente à l'esprit. Oui, c'est pas facile puisque c'est notre habituel, hein, c'est ce qu'on fait habituellement.
Donc, je pense que c'est ça qui est important. C'est un des moments, là, les moments de méditation, pour nous, c'est des moments privilégiés, hein, où on se donne cette possibilité de regarder plus près, hein, comment on saisit, comment on fige, comment on fixe, comment on se fixe, euh, et comment on réagit à un son, à une idée, euh, à une sensation, hein, de froid, de chaud, etc. Donc, oui, c'est pour ça qu'en fait, notre esprit, c'est notre meilleure étude, hein, c'est notre meilleur livre, en fait. C'est vraiment euh, c'est aussi notre outil de travail. On est, donc, d'une certaine manière, euh, plus il se passe de choses dans l'esprit, mieux c'est, d'une certaine manière. Ça nous fait travailler, hein, ça nous donne l'occasion, hein. Donc, c'est pas comme si on doit, comme on disait tout à l'heure, qu'on doit faire le vide. C'est pas le vide qu'on doit faire, c'est la saisie qu'on doit arrêter, que l'on doit lâcher. Cette prise que l'on fait sur le lâcher prise, c'est vraiment ça, hein, et de voir que il y a des choses qui sont faciles à voir, qui sont assez évidentes, mais dans la méditation, on peut aller plus dans ce qui est plus subtil. Et petit à petit, voir justement sous-jacent toutes les choses où on coince, où on fait obstacle, euh, voilà, donc, on fige. Donc, et comprendre justement pourquoi, quel est le problème. C'est parce que justement, c'est cette habitude que l'on a de solidifier, hein, de figer, de fixer, c'est ça qui crée la souffrance. Donc, et qui nous empêche d'avoir une attitude juste, en fait, envers les autres aussi. Là, je pense que c'est magnifique comme enseignement, hein. Donc, Mais on a tout de même besoin de points de repère, donc d'une certaine conceptualisation. Alors on peut se dire que ça c'est mon point de repère maintenant, mais je vais peut-être en changer après. oui, c'est ça. Oui, la question, c'est on a besoin de points de repère. Donc, bien sûr, hein, euh, on est là où on est, hein. On n'est pas éveillé, hein, donc en tant que tel. Mais si on l'est en fait, on est éveillé déjà. Mais on est éveillé, mais on le sait pas, hein. Oui, donc on l'a pas reconnu, disons. Donc les repères, c'est notre crispation, on peut dire. On peut reconnaître, par exemple, commencer à reconnaître là où on se fait du mal, là où on, il y a une obsession, là où il y a des, quand on commence à mieux se connaître, on voit bien qu'on a des cycles obsessionnels, hein. On a des choses qui reviennent encore et encore et encore, hein. Et donc, c'est regarder ça, regarder et disons, essayer petit à petit d'être moins solide par rapport à ça, de le regarder, de l'observer, plutôt que d'être en réaction. Et donc, tout ce qui se présente à l'esprit est une occasion. Donc, quel est notre point de repère là? Notre point de repère, c'est aussi disons, notre engagement. Pourquoi est-ce qu'on médite? Pourquoi est-ce qu'on médite? En fait, déjà au départ. Donc, c'est pour apprendre à reconnaître la nature de l'esprit. Donc, il y a et il faut garder quand même, essayer de garder notre enthousiasme, quoi, notre curiosité. Je pense que c'est la curiosité, là, c'est important aussi. Donc, mais quel est le point de repère? Le point de repère, c'est la base, c'est que on souffre, hein, et qu'on a un certain mal-être,
un malaise. Voilà. Quelles en sont les causes? On veut savoir les causes, on veut mieux connaître les causes. Donc on médite pour mieux voir, pour mieux comprendre pourquoi on souffre, pourquoi les autres souffrent, pourquoi. Donc ça c'est et donc le point de repère, ça vient aussi par tous les textes, hein, par les enseignements. Mais le point de repère principal, c'est de notre propre expérience. Hein. Et aussi simplement de voir quelqu'un qui est plus éveillé que toi et de vouloir chercher à comprendre. Oui. Oui. Bien, Oui, je pense que c'est. Quelque part, oui. C'est quoi son chemin? Oui, on dit aussi que le point de repère peut être quelqu'un aussi qu'on a reconnu comme étant plus avancé que nous, hein, et qui nous donne aussi cette confiance que, OK, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux. Et que si cette personne c'est en utilisant ces mêmes enseignements et ces mêmes pratiques que cette personne est arrivée à un tel degré de, de réalisation, de contentement, de clarté, de rayonnement, etc. Que bon, si ces enseignements-là, on fait ça chez lui, on produit ça, donc moi aussi, je peux, allons-y, quoi. Oui, la motivation. Motivation, oui. Moi, mon point de repère, c'est la seule chose qui soit permanente, c'est une question à le temps. Je peux te montrer la question, et c'est très intéressant du coup. C'est la conscience primordiale. Oui, mais la conscience primordiale, là, tu parles de la conscience primordiale, mais ça, c'est encore un concept, hein, à notre niveau. Mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est permanent? Oui, on peut dire ça. S'il y a une chose qui est permanente, ce serait ça, oui. C'est ce que vous appelez par l'expérience? Non, l'expérience, c'est notre vécu. Oui, Hein. oui, non, c'est plus vaste, enfin, c'est absolu. C'est absolu. C'est bizarre l'absolu en train de faire. Mais est-ce que Oui. ça c'est un point de repère relatif depuis nous-mêmes? Comment je ne serais pas absolu? Là, je pense qu'on s'engage là sur des sables mouvants. Non, mais est-ce qu'on a eu cette conversation ensemble? Oui. On parlait des formes pures, Tara vert, Tara, oh, et Tara. Il y a Tara blanc, Tara vert. Tara vert, c'est une forme pure de l'absolu, mais à laquelle on peut se relier. Oui, c'est ça, oui. C'est un repère. Oui, oui. Une forme Oui, ça, pure. c'est dans les pratiques des divinités. Oui. Un repère dans ce sens. Les divinités sont un repère. Que tu as Oui, c'est une forme. Mais c'est. On a eu cette conversation pour ne pas tomber dans la schizophrénie totale, la psychose totale, parce que ça peut devenir. Et ça devient difficile avec les personnes qui sont en Zoom. Hein. Je suis désolée hein, parce que c'est difficile pour moi de faire suivre. Et ma question, c'était est-ce que la conscience primordiale est permanente? Mais on entend bien les questions. Hein. C'est vrai? Ah, c'est Oui. bien. Oui, à mon avis, ils n'ont Wow. pas d'image. Mais... Très bien, très bien. Ok, ok. C'est bien permanent, la conscience primordiale. Oui, oui. C'est vrai. Oui, mais donc, quand Les on consciences. arrive, Oui. il y a un fameux Donc, c'est dans quelle mesure nous arrivons à la reconnaître. Hein? Voilà. Alors que c'est elle aussi. Et ma deuxième question annexe, une question de je peux? Comment il joue l'anguille? Hop là, la bonne Cette conscience primordiale, elle produit la réalité, elle produit le relatif. Elle manifeste, disons. Elle manifeste. Elle permet la manifestation. Mais disons, c'est justement autant que je comprenne, hein, notre méditation, et notre travail, notre entraînement, c'est de comprendre que ces manifestations que tout ce qui apparaît à l'esprit est une manifestation de la conscience primordiale. Donc, par cela même, ça n'a pas de nature propre.
c'est illusoire. Un film. Oui, sinon ça devient un concept. Comme un film. Donc c'est ça c'est notre méditation, qui va permettre de réduire cette ignorance et de voir les apparences comme quelque chose de figé et d'y croire aussi, parce que justement, comme on voyait, la manière de voir les choses peut varier tellement d'une personne à l'autre. Ça n'a rien de fixe, ça n'a rien disons, de solide. Hein. Et nous-mêmes, il y a des choses qu'on peut voir d'une certaine manière un jour et le lendemain autrement. Et donc, ça varie tellement. Donc, ça ne peut pas véritablement être réel dans ce sens. Donc, voilà, c'est à nous aussi de faire en sorte que ça soit de plus en plus évident. Hein, que ce soit pas simplement une idée qui est jolie, quoi, mais que ce soit vraiment du vécu, que ça soit totalement intégré. Donc, et là, on est des êtres libres à ce moment-là. On est vraiment libre. Il n'y aura pas véritablement de libération tant qu'il n'y a pas cette réalisation. Donc, c'est ça le Sherab. Hein. Et donc, le Sutra du cœur, c'est ça. Hein. C'est l'importance. Hein, donc, ça fait partie des paramitas. Hein, c'est la dernière des paramitas. Le paramita de la sagesse, le Sherab. Mais si on veut, c'est ce qu'ils disent, c'est que là, si on n'a pas cette réalisation de Sherab, de la vacuité, hein, de tous les phénomènes, donc toutes les autres qualités hein, qu'on peut avoir, que ce soit la générosité, la discipline, la patience, hein, la concentration méditative, euh, la diligence, hein, donc, tout ça, ça restera limité. Ce ne sera pas total. C'est le Sherab, c'est cet aspect-là de sagesse qui va donner à toutes ces qualités leur, cette envergure illimitée. Et je me rappelle que quand Mingyur Rinpoche est venu à Bruxelles, il y a eu Mingyur Rinpoche qui est venu à Bruxelles et il disait que durant la méditation, après on ne sait pas encore la tête, mais on ne se rend pas compte que méditer, c'est juste prendre conscience. Et donc, du moment où on est là et on prend conscience, chaque moment, on médite, même sans s'asseoir. Donc, je ne vois pas cette difficulté que parfois on pose sur cette méditation qu'on n'arrive pas à prendre l'explication de Michel Boucher. C'est très simple à dire qu'on a conscience de ce qui arrive et tout médite déjà. Oui, bien sûr. C'est très simple. C'est très simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ouais. Le fait que ce soit simple ne veut pas dire que c'est facile. Non. Voilà. Donc c'est pour ça que tout ce travail d'investigation, c'est un moyen pour disons, oui, c'est pour de donner plus de certitude, tu vois, de développer la certitude. Hein. Donc, parce que autrement, cet aspect justement d'être dans le moment présent, ça va être facilement débouté par des expériences, par l'imprévu, par tout ça peut être, c'est vrai, mais en même temps, il faut prendre en considération aussi tout notre passé, toutes les habitudes que l'on a, oui, tous les traumatismes que l'on a, tous nos apports culturels, émotionnels et tout ça. Donc,
Donc, alors, on peut très bien avoir des moments comme ça, magnifiques, mais pour que ça reste sur la longueur, ça c'est autre chose. Et donc, pour que ça devienne véritablement une réalisation, et pas seulement des expériences comme ça, momentanées, et c'est important aussi de, de, de créer pas de créer, mais de devenir plus conscient, quoi. Plus conscient et moins dans l'ignorance, si tu veux. Donc, il y a une analyse qui est là, pour mieux se connaître, mieux voir un peu nos ressorts. Et c'est là où on se fige, là où. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Ils sont complémentaires. Mais cette approche directe, si tu veux, c'est. Ça va ça va avoir beaucoup plus de force si c'est étayé par cette analyse. L'un aide l'autre. Mais cette méditation dans le moment, cette compréhension, cette prise de conscience du moment présent, euh, évidemment, c'est la prise directe, c'est l'approche directe. Euh, mais elle va être d'autant plus euh, puissante qu'elle a ce backing, hein, ce soutien euh, d'une réflexion. C'est ce qui se passe dans le rêve. Dans le rêve, on y croit tellement si on n'est pas conscient que justement, si on est en train de se brûler, on le vit vraiment on s'est brûlé, mais on n'est pas autre chose. Donc, c'est un peu la même. Oui. Ben oui. Donc, c'est ça que c'est ce qu'on essaye de faire. Merci. Petit à petit. J'ai une question, Lara, si je peux. Ah. Oui, vas-y. Par rapport à ce que Drupal Rinpoche disait, qu'il nous manque l'analyse et Ouais. là, je me demande aussi, c'est quoi la place de la contemplation partagée avec d'autres personnes, c'est-à-dire, par exemple, d'avoir des petits groupes où j'ai l'impression parfois que ça peut augmenter, en fait, pour moi-même personnellement, euh, la réflexion, si je peux l'exprimer, si je peux peut-être être en échange avec d'autres. Et je me demandais si c'est quelque chose qui existe dans la tradition tibétaine ou peut-être aussi comment est-ce que... Enfin, j'ai l'impression en fait que dans nos études, par exemple de Nandro, on a invité à le faire plus individuellement et pour nous-mêmes. Et en même temps, j'ai l'intuition que ça peut ajouter quelque chose de le partager avec d'autres. Et je me demandais si, ce que vous en pensez. Oui, mais je pense que là, dans la façon de le faire, d'une manière traditionnelle, c'est les débats, hein. Les débats, ça fait partie du cursus, si tu veux, philosophique dans les monastères. Les débats philosophiques. Et tous les moines, normalement, sont entraînés à ça. Donc, c'est comment, justement, hum, oui, voilà, c'est le débat. Donc, c'est compris hein, disons, dans le cheminement où il y a justement des questions-réponses et ça aide à affûter l'esprit, en fait. Hein. Et, Ouais, ouais. et est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire avec un lama en présence ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Il y a un entraînement à ça aussi. Hein. Oui. Parce qu'autrement, le problème, c'est que cet échange peut devenir très
plus un bourbier qu'autre chose, hein. Ça peut devenir une autre forme de confusion, hein. On peut dire on peut tomber dans une sorte de confusion partagée, quoi. C'est c'est pas vraiment l'idée, hein, que ça nous servirait pas à grand-chose, ça. Donc, le débat permet d'être en partage, tout en restant dans l'optique, si tu veux, de la, justement, l'investigation, hein. Donc, c'est prévu comme ça, en tout cas. Est-ce que Mais je peux ajouter quelque oui, chose? oui, Parce que dis-moi. je trouve ce qu'a dit Chaudron est très important et j'y pense souvent aussi. Et donc, réfléchir, investiguer soi-même, oui, c'est toujours possible, mais si j'ai bien compris, ce serait mieux de le faire en présence d'une personne qui entend. Et est-ce que, pour le non-dro, par exemple, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des petits cercles où on peut justement débattre en présence d'une personne qui peut éviter justement d'augmenter la confusion. Est-ce que ça existe au niveau de Bruxelles ou est-ce qu'il faut aller pour faire ça? Ici et maintenant. Non, je pense que non, c'est pas prévu d'une manière officielle, hein. Donc, en Mhm, général, c'est plutôt une question d'être one-to-one, hein. Pour le moment, mhm, il y a pas de groupe en tant que tel. Autant que je mhm, sache, personnellement, je n'ai pas été entraînée dans ce sens, sauf de temps en temps, oui, on a pu avoir mhm. non, je sais pas. Je pense que dans notre... euh, ça a été plutôt des rapports one-to-one que des Ah, rapports en groupe, hein. Euh, d'accord. hmm. Parce que, par exemple, oui, que vous avez cité tout à l'heure avec la graine et la plante qui pousse, tout ça, ce serait formidable de le faire en débat, hein. Oui, oui, c'est C'est-à-dire, ça. hein, Ça se ce fait, serait mais ça, hein. oui, D'accord. oui, ce serait ça. Hmm. Mhm. Très bien. Mhm. Et donc, dans ce système-là, on passe de... Donc, il y a la personne qui est debout et l'autre qui est assise et on fait un échange, hein. Il y a une fois, il y a un qui porte la réfutation et l'autre qui doit y répondre. Mais les rôles sont inversés pour qu'on ait toujours la possibilité de regarder la situation des deux côtés. Mhm. C'est ça aussi qui aide. Donc, ce n'est plus une question de moi, je comprends mieux que toi ou de Mhm. compétition en tant que telle. C'est plus comment faire que l'esprit puisse voir différentes facettes de la même chose, quoi. Je pense que oui, ça doit aider beaucoup aussi. Ça stimule, en tout cas. Oui, certainement. Et je sais pour ma part que si je fais une investigation seule, je pars très très vite dans la conceptualisation parce que je suis habituée à faire ça. Mais Mhm. si j'ai quelqu'un en face de moi, peut-être que mon Mhm. esprit, il changerait un petit peu d'attitude. C'est vrai. Hmm, C'est possible. C'est pour ça, peut-être, quand on est seul, c'est de revenir à certains textes, hein, hmm, justement, hein. Donc, revoir certains textes, même repenser à revoir le sutra du cœur, revoir le sutra euh, certains sutras du Bouddha, comme euh, hmm, mhm. oh, ça ne revient D'accord. pas là sur le Merci. moment. Mais de voir des textes et de se... Je pense que quand on est seul, il y a aussi euh, euh, c'est de ne pas avoir, d'être capable de remettre en question, quoi, de se questionner, hein. Donc, d'un autre côté, il ne faut pas non plus aller dans l'autre sens non plus, où
où on est constamment à se, à se saboter, quoi. Hein. Donc, faut faire là aussi la voie médiane. Hein, euh, mais je pense que quand on arrive au lacton, et c'est important d'avoir un maître. Bon, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui on peut justement échanger. Euh, mm. Mais si on n'a pas cette personne-là près de soi, de reprendre un texte, reprendre par exemple là comme le dit Atisha, hein, de s'enquérir et, euh, et de prendre ne serait-ce qu'une phrase hein, et de revenir à ça et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on est toujours bloqué là-dessus ou si on est bloqué là-dessus, revenir à ça et continuer, ne pas se décourager en tout cas. Oui, merci beaucoup. Ouais. Oui. Ok, on va peut-être s'arrêter parce qu'on est, il est 10 heures. Justement, Le lacton, ouais, le mirage des pensées. oui. Donc, c'est un bouquin que ça pourrait servir peut-être comme... Oui, il parle de Bokar Rinpoché, savoir méditer. Et donc, c'est pratique du lacton. Donc, vous pouvez regarder ça. C'est Claire Lumière, savoir méditer. Et il a un chapitre avec des exercices pour aller au-delà des mots, au-delà des concepts. Les instructions concernant Chiné et Lacton sont données à l'aide de mots, mais ce qui mènera à une expérience et à une compréhension véritable, c'est la grâce du Maître, ainsi que notre propre méditation. Les mots en eux-mêmes resteront toujours insuffisants. Il faut mettre en pratique les instructions reçues, même si l'on ne peut y consacrer beaucoup de temps. En prendre simplement connaissance n'aura aucune utilité, aussi intéressant que cela puisse paraître. Voilà, ben, c'est une bonne manière de conclure. Ok, on va faire la dédicace. Oh, sonam deye tanche zepane, tonene petana panjene, chegana chi balam tupaye, si pet sale tuwa tuwa shon.